Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au constat manuel de la gestation chez la vache. Mais avant toute chose, je voudrais actualiser un peu les méthodes disponibles pour établir ce constat. Et pour ce faire, il nous faut préciser dans un premier temps les différentes périodes que sont la période embryonnaire précoce, tardive et la période fœtale. Par période embryonnaire précoce, on entend cette période qui fait partie du premier mois suivant la fécondation. Et donc, on peut distinguer aussi une période embryonnaire très précoce et une période embryonnaire précoce. Et suite à cette période, fera suite la période embryonnaire tardive qui comporte, qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'organogenèse, soit vers le 45e jour. Par la suite, commencera la période fœtale qui va bien entendu se prolonger jusqu'au vélage. Qu'en est-il des méthodes disponibles pour établir un constat de gestation entre le 8e et le 27e jour. Elles se répartissent en des méthodes dites chimiques, si je puis dire. La plus classique, bien entendu, et tout le monde la connaît, c'est bien sûr le dosage de la progestérone entre le 18e et le 24e jour. L'APAG peut déjà être évalué au 24e jour. Et ensuite, nous avons les méthodes qui se basent sur le dosage de l'interféron taux, c'est-à-dire de cette fameuse trophoblastine, réalisable entre le 18e et le 20e jour. Et enfin, une méthode peut-être plus prometteuse, c'est d'évaluer effectivement les micro-RNA qui interviennent bien sûr à la synthèse des autres protéines. Mais sur le plan de cette technique, il reste encore des développements à faire. Qu'en est-il d'une autre méthode qui n'est pas chimique? Celle-là, c'est le Doppler, c'est le fameux écho-Doppler. Cette méthode permet en effet d'évaluer le degré de vascularisation du corps jaune. Et bien entendu, on sait qu'au 20e, 22e jour, en cas de maintien de la gestation, il y a également maintien de la vascularisation lutéale. Et ça permet déjà à ce stade-là de poser un diagnostic relativement précoce. Évidemment, il y a un investissement lié à l'achat de cet écho-Doppler. Qu'en est-il de la période plus tardive qui fait suite à cette période embryonnaire précoce? Nous retrouvons bien sûr la PAG, qu'il est possible de doser également vers le 30-31e jour, sa concentration étant nettement plus élevée à ce stade-là qu'il ne l'était au stade 24e jour. Plus classiquement, bien entendu, c'est bien sûr la palpation. Et la palpation reste, bien entendu, la méthode classiquement utilisée par les praticiens. Nous voyons qu'elle peut déjà s'appliquer vers le 35e jour, tout dépend un peu de l'expérience que chacun en a, mais c'est que c'est habituellement à partir du 45e jour que cette méthode va être utilisée. Nous avons d'autres méthodes, bien sûr, qui est l'échographie transrectale. Là aussi, cette méthode peut être appliquée à partir du 25e jour. Mais classiquement, les praticiens l'utilisent vers le 30-35e jour. Enfin, une dernière méthode, peut-être là aussi qui méritera des développements, elle est utilisée en médecine humaine, qui est la méthode qui permet de visualiser en 3 ou voire en 4 dimensions le contenu utérin, mais qui implique bien sûr un certain état de développement du fœtus, et cette méthode ne pourrait être appliquée qu'à partir du 45e jour. Choix d'une méthode. Je crois qu'à partir du moment où on a le choix, on a vu qu'il y avait différentes méthodes, une méthode de qualité doit répondre à plusieurs critères. Le premier critère, c'est que la méthode doit être spécifique, c'est-à-dire en fait qu'elle doit permettre d'identifier les animaux non gestants. Et on ne le dira jamais assez, l'intérêt d'un constat de gestation, en fait, c'est surtout l'intérêt d'identifier des animaux non gestants. La méthode doit être également sensible, doit donc permettre effectivement d'identifier les animaux gestants. Un autre, bien sûr, intérêt majeur, celui-là, c'est que la méthode doit être précoce, puisque plus précoce elle est, plus vite, bien entendu, je pourrai réinséminer l'animal, et bien sûr, ce faisant, je vais pouvoir réduire les coûts liés à l'infécondité. Et enfin, la méthode doit être pratique.
praticabilité, ce qui veut dire elle doit avoir un coût réduit, elle doit être facile à mettre en œuvre et autre chose importante, bien entendu, elle doit permettre d'avoir un résultat relativement immédiat. On aura compris ainsi les différences qu'il y a entre des méthodes telles que la palpation ou l'échographie. L'investissement va être différent, ou des méthodes qui sont de nature hormonale ou non hormonale. Les méthodes hormonales, bien sûr, par le passé, il fallait recourir à un laboratoire, c'est encore le cas pour certaines méthodes, mais bien sûr, on dispose maintenant de tests plus rapides à la ferme. Donc voilà, l'un dans l'autre, quelque part, une des méthodes qui, rapport qualité-prix, offre le plus d'intérêt reste bien sûr la palpation manuelle. Qui dit palpation dit quand même le respect de certains prérequis. Certains prérequis, à savoir une contention minimale de l'animal, puisque malgré tout, certains sont plus rétifs que d'autres. Une deuxième chose, il faut pouvoir disposer d'un minimum d'anamnèse. À défaut, pour exemple, le minimum de cette anamnèse, c'est bien sûr la date du vélage et la date de l'insémination. La date de l'insémination n'est pas une garantie, bien entendu non plus, que l'animal va être gestant. Et deuxième aspect, il s'agira toujours de vérifier si, sur base de la date de l'insémination renseignée par l'éleveur, l'animal est bien au stade que laisse supposer cette date d'insémination. Un troisième prérequis, c'est bien sûr d'avoir certaines connaissances. C'est un peu le but de cette vidéo, c'est de les réactualiser. Un quatrième point, c'est bien sûr de réaliser un examen systématique et complet de l'arrière vers l'avant. Une fois encore, ce constat de gestation ressemble à une enquête et au fur et à mesure des différentes étapes franchies, on va accumuler de l'information. Et bien entendu, la palpation requiert une certaine expérience. D'aucuns estiment qu'un certain degré de capacité à établir un constat de gestation, voire à en préciser le stade, nécessite à peu près 200 examens. Les données générales anatomiques concernant l'utérus gestant. Il y a différents paramètres. Le premier de ces paramètres, c'est bien sûr la longueur. Il est rare, effectivement, qu'on soit amené à évaluer la longueur de l'utérus gestant. Mais cette longueur, bien sûr, augmente avec le temps. Un deuxième paramètre qui n'est pas évalué lui non plus, mais qui est une réalité et qui explique certaines, entre guillemets, migrations de l'utérus dans la cavité abdominale, c'est bien sûr le poids. Un troisième paramètre, on va y revenir, c'est le diamètre de la corne gestante, mais aussi peut-être non gestante, et c'est surtout la comparaison entre les deux qui va nous intéresser. La position des ovaires, forcément, puisqu'il y a, entre guillemets, migration de l'utérus vers l'abdomen, la position des ovaires va être de plus en plus déclive, et donc leur palpation va être de plus en plus difficile. Un paramètre là beaucoup plus important, bien entendu, c'est qu'il n'y a pas de gestation sans fœtus, ça vous le saviez, et que donc il va nous falloir peut-être, dans certains cas, concentrer notre attention sur la taille de ce fœtus. Un autre paramètre, bien sûr essentiel, ce sont les liquides placentaires, qu'ils soient amniotiques ou allantoïdiens, quoique dans ce cas de la palpation, nous ne ferons pas la différence entre les deux. Et enfin, un autre paramètre important sur lequel nous allons nous attarder quelques instants, c'est les placentums. On va donc, en fait, dans cette vidéo, passer en revue les 9 points clés du constat de gestation. Le premier de ces points clés sera la position du col. Le second, vérifier le caractère asymétrique des cornes. La position des cornes va attirer notre attention également. La fluctuation, donc l'identification de liquide effectivement au sein de cette corne est un point aussi important. Le glissement des membranes fœtales va nous permettre effectivement d'apporter un constat de gestation. La taille du fœtus, le placentome
Il nous restera aussi à évaluer la présence ou pas d'un frémitus artériel, ce fameux trill. Et enfin, le cas échéant, il s'agira de vérifier effectivement, surtout dans les stades débutants, s'il y a bel et bien un corps jaune, puisqu'il ne peut y avoir de gestation sans corps jaune. Allons-y donc pour ces différents paramètres. Premier de ces paramètres, donc, c'est la position du col. Et nous allons voir qu'il y a différentes positions qu'il s'agit de préciser. Nous trouvons donc ici en présence de bassin, et un point essentiel pour identifier cette position du col, c'est le bord antérieur de ce bassin. Première position, elle est qualifiée de pelvienne. Et un utérus gestant de moins de 70 jours, en général, le col se retrouve à être encore dans la cavité pelvienne et donc en arrière du bord antérieur. Une deuxième position, elle est dite pubienne. Dans ce cas-là, le col, du fait de l'augmentation du poids de l'utérus, va se retrouver à cheval sur ce bord antérieur. Et donc c'est la situation classique entre le 70e et le 120e jour de gestation. Et on l'aura compris, plus la gestation avance et au-delà du 4e mois de gestation, ce col, du fait encore une fois de l'augmentation du poids de l'utérus, va habituellement se trouver en avant de ce bord antérieur. Et donc, l'identification de cette position laisse suspecter, bien sûr, à tout à la fois que si l'animal est gestant ou pas, et laisse suspecter peut-être indirectement, mais tout à fait indirectement, bien entendu, le stade de la gestation. Un deuxième point, c'est de vérifier si les cornes sont symétriques ou pas. Et donc ce caractère asymétrique des cornes va surtout être identifié à partir du 45e jour. N'oublions pas qu'il y a des conditions pathologiques où l'on peut tout à fait normalement identifier des cornes asymétriques. Deux exemples, l'involution utérine et un retard d'involution utérine, ou encore un pyomètre. Et donc, pour évaluer bien sûr ce diamètre des cornes, on peut faire référence à des normes et notamment la taille de la main. La taille de la main qui a plus ou moins une longueur de 20 cm entre l'extrémité du majeur et l'articulation du poignet, et en largeur, le pouce y compris, ça fait plus ou moins, je dirais, 10 cm. Donc cela donne une idée indirecte de la taille possible de l'utérus. On peut aussi bien sûr prendre la corne, et voici une idée effectivement du diamètre de la corne chez un utérus gestant d'une quarantaine de jours. En voici une autre idée à 55 jours, et en voici une troisième idée lorsqu'on arrive autour de 3 mois de gestation. Donc on constate bien entendu que le diamètre de la corne augmente bien sûr progressivement. Voici d'autres images. Ici un utérus gestant de 35 jours. Celui-ci est gestant d'une quarantaine de jours, de 60 jours, de 90 jours. Et bien entendu, chaque fois, il faudra évaluer la différence de diamètre des cornes. Entre la corne gestante et la corne non gestante. Entre la corne gestante ici qui à 40 jours fait plus ou moins 4 à 6 cm de diamètre et la corne non gestante. À 60 jours, 6 à 9. Et enfin, à 90 jours, le diamètre de la corne fait plus ou moins 10 à 13 cm. Ce sont bien entendu des ordres de grandeur et on peut comprendre qu'entre une génisse et une vache primipare voire pluripare, il peut y avoir des différences. Voici ainsi résumé différentes utérus gestants de 75 jours, 95, 135 et encore 150 jours pour fixer un peu les idées et l'ordre de grandeur de ce développement de la corne gestante. N'oublions pas bien entendu qu'il peut y avoir dans certaines situations une absence d'asymétrie et donc le diamètre des deux cornes va se retrouver identique, c'est en cas de gémellité, au cas où bien entendu il y ait eu ovulation sur chacun des ovaires, puisqu'on le sait bien, il n'y a pas de migration de l'embryon chez la vache.
Donc si on a une double ovulation à droite, les deux fœtus vont se retrouver dans la corne droite, et bien sûr de manière identique si la double ovulation survient à gauche. C'est un peu la différence qu'il y a avec la jument. La position des cornes, on l'aura compris, cette position va, compte tenu de l'augmentation du poids de l'utérus, elle va se trouver modifiée. C'est un des critères relativement importants, bien entendu, de confirmation de la gestation, mais surtout peut-être aussi de confirmation du stade de cette gestation. Revoici donc une vue latérale de l'animal. Ici en gris, nous retrouvons bien sûr le bassin, avec en pointillé la branche montante, et ici le bord antérieur de ce bassin. Qu'avons-nous donc à moins de 2 mois de gestation? Nous avons un utérus et son contenu, l'embryon. L'entièreté de ce tractus génital se retrouve en général en position pelvienne. Et donc, le bras introduit va pouvoir identifier relativement rapidement l'utérus et en vérifier le caractère symétrique ou pas, ou par palpation établir une fluctuation des cornes. Si nous passons à une autre situation, un stade plus avancé de 2 à 4 mois, on va observer, compte tenu du développement du poids de l'utérus, on va observer ce qu'on appelle une descente utérine. C'est simplement que tout le tractus génital va être tiré vers l'avant. Et donc, forcément que le bras devra être introduit plus profondément pour avoir accès à cet utérus. Voici donc plus ou moins la position de l'utérus gestant vers 2 mois. Donc migration vers le bas donc de cet utérus, et voici où il se retrouve plus ou moins à 3 mois, voici où il se retrouve plus ou moins à 4 mois, avec bien entendu le fœtus à l'intérieur de cette corne. Nous avançons et nous sommes en stade de 5 à 6 mois, et bien entendu c'est un stade où beaucoup d'erreurs sont commises. Parce qu'effectivement l'accès à l'utérus devient plus problématique, et cet utérus gestant occupe une position dite abdominale basse. Abdominale basse, vu effectivement l'augmentation de la quantité de liquide, mais vu aussi bien sûr le développement du fœtus. Donc les erreurs à ce stade-là sont parfois commises. On peut estimer à tort que l'animal n'est pas gestant alors qu'il l'est. Donc attention à cette période un peu plus délicate. Et bien entendu, la palpation de l'utérus gestant implique l'introduction beaucoup plus profonde du bras, ce bras ayant une orientation beaucoup plus oblique dirigée vers le bas. Nous allons à un stade plus avancé, nous en sommes au 7e mois, et dans le dernier tiers de la gestation, on assiste à ce qu'on peut qualifier de remontée abdominale. Il ne s'agit pas d'une remontée physique, il s'agit simplement du fait que l'utérus semble être plus haut du fait du développement, bien entendu, du fœtus. Et donc, le fœtus entraîne avec lui l'utérus, et on a l'impression que l'utérus est plus haut que lors de la période 5 à 6 mois. Et dans ce cas-là, bien entendu, le bras est introduit, mais le bras occupe une position, je dirais, plus horizontale qu'il n'était lors de la période 5 à 6 mois. Et bien sûr, en position au stade 8 ou 9 mois, la position est bien sûr tout à fait dite haute, et là, le bras est horizontal et permet aisément, cette fois-ci, d'identifier bien sûr le fœtus au sein de la corne utérine. Voici différentes images qui donnent un peu une idée, encore une fois, du développement, du degré de développement de l'utérus et de la position, bien sûr, de l'utérus. Voici à 110 jours, voici une autre vue à 5 mois, et qui illustre, pour rappel, la position relativement basse, effectivement, de l'utérus gestant. Cette position va être plus ou moins identique à 6 mois, et bien entendu, lorsque on est à l'approche du terme, on voit que l'utérus gestant occupe une position nettement plus haute au sein de la cavité abdominale.
Alors vous avez tous reconnu, bien entendu, le bras dont je me suis servi pour illustrer mes propos, et bien sûr, vous avez reconnu aussi ce détail du plafond de la chapelle Sixtine, qui est la création d'Adam, réalisée par Michel-Ange en 1511, que le temps passe. Quatrième paramètre, c'est la sensation de fluctuation des cornes. Et donc cette sensation de fluctuation résulte bien entendu de la présence de liquide, des liquides placentaires. Et cette sensation de fluctuation peut être perceptible au-delà du 35e jour de gestation. Et ces liquides placentaires vont bien sûr évoluer au cours de la gestation. Et nous voyons ici une idée de cette évolution depuis la fécondation jusque bien entendu l'accouchement. Et l'on voit qu'à terme, le volume des liquides est compris entre 12 et 20 litres, et que cette quantité va progressivement, bien entendu, augmenter. Cette perception des liquides, il faut, je crois, moi j'avais pour habitude de la comparer à la perception que j'avais du fœtus. Et comme on le sait, la gestation peut être divisée en trois stades, le premier, le deuxième et le troisième. Ça veut dire que chaque stade a une durée de plus ou moins 3 mois. Et donc, dans le stade 1, au cours des 3 premiers mois, on va surtout percevoir et palper des liquides. Il n'est pas impossible, bien entendu, de palper le fœtus, mais ce qui frappe surtout, c'est la distension liquidienne. Si l'on passe au deuxième tiers de la gestation, on va en fait avoir l'impression d'avoir autant de percevoir aussi facilement les liquides que le fœtus. Et, pardon, et au cours du dernier tiers de la gestation, là bien entendu, compte tenu du développement du fœtus, on va le palper nettement plus facilement que les liquides. Donc voilà, ça donne une idée, mais simplement une idée effectivement de l'évolution de ces liquides et du fœtus au cours de ces 3 tiers de la gestation. Un 5e point clé qui est parfois utilisé en cas de doute et de diagnostic différentiel, encore une fois avec un piomètre par exemple, c'est ce fameux glissement des membranes fœtales. Et cette manœuvre peut être réalisée entre le 35e et le 70e jour. Un petit commentaire, il faut y aller bien sûr malgré tout avec prudence, et si prudence il y a, le risque d'induire une mortalité embryonnaire tardive, voire un avortement précoce, est relativement réduit. Alors le principe est le suivant, c'est que nous avons bien sûr à l'intérieur de la corne gestante les membranes fœtales, et cette corne gestante va être pincée avec l'index et le pouce, et on va faire glisser en quelque sorte les membranes entre la paroi de l'utérus. Et on va ainsi avoir la sensation d'une chemise, classiquement dit, d'une chemise au travers d'un veston. Donc on va percevoir cette doublure en quelque sorte que représentent les membranes fœtales. 6e point, le fœtus. Et donc il nous s'agira d'évaluer un peu les dimensions du fœtus. Sa présence permet de faire le constat de gestation. L'évaluation de ces dimensions permet d'affiner peut-être le stade de gestation. Et donc nous retrouvons nos 3 tiers de gestation ici, pour illustrer quoi? Pour illustrer effectivement le degré de développement du poids fœtal, représenté ici par cette ligne en trait plein, et l'on voit, et tout à fait normalement, que le poids du fœtus augmente essentiellement, bien sûr, dans le dernier tiers de la gestation. En ce qui concerne sa longueur, alors, elle augmente régulièrement, bien entendu, tout au long de cette gestation. Alors, l'évaluation de la dimension peut se faire, bien sûr, au moyen de la main, appliquée, et dans le cas présent, ici, le long du fœtus. Donc voilà plus ou moins la taille d'un fœtus de 2 mois.
Qu'en est-il à 4 mois? C'est pratiquement la longueur de la main qui peut se trouver appliquée entre la base de la tête et la base de la queue. Une autre possibilité, déjà plus compliquée bien sûr, puisqu'il n'est pas toujours facile de juxtaposer les mains le long du fœtus, encore faut-il qu'il soit en position optimale, mais voici qu'à 6 mois, le fœtus a plus ou moins une longueur équivalente à la longueur de 2 mains. Alors, cette évolution, bien sûr, elle a fait l'objet d'études plus spécifiques, mais ici simplement pour vous rappeler l'évolution de cette longueur fœtale, et l'on voit que à terme, cette longueur du fœtus dépend en fonction de la race et d'autres paramètres. Elle est comprise entre 70 et 100 cm. Plus spécifiquement, il est possible également d'évaluer non pas la longueur du fœtus, mais la longueur de la tête. Et l'on voit que cette longueur de la tête, en fonction du stade de la gestation, cette longueur est équivalente à la largeur d'un doigt vers le 70e jour de gestation, de 2 doigts à 80, de 3 doigts à 90 jours, et elle a une largeur d'une main, comme je le disais, à plus ou moins 120 jours. Voilà comme une manière indirecte aussi d'évaluer la taille du fœtus et d'évaluer la longueur de sa tête. Et voici donc l'illustration de mes propos. Ici, bien sûr, on a sorti le contenu utérin pour vous montrer comment il est possible effectivement d'évaluer la longueur de la tête du fœtus. Voici différents embryons et fœtus à différents stades de gestation. Le voici à 28 jours, le voici à 60, à 85 jours de gestation, à 110 jours, 150, 180 et 210 jours de gestation. On a une idée de ces dimensions avec la règle, bien sûr, ici de 30 cm qui figure à côté de ces fœtus. Un commentaire encore sur les placentômes. La palpation des placentômes, le fait d'identifier des placentômes, laisse supposer que l'animal est gestant de plus de 3 mois. Plus de 3 mois, voici les placentômes à 2 mois. Vous voyez que leur taille est encore relativement réduite et qu'il n'est pas toujours facile de les palper et d'en identifier la présence. Placentôme, petit rappel, un placentôme, c'est l'ensemble, bien sûr, des cotylédons et de la caroncule. Le cotylédon est la partie, je dirais, fétale du placentôme, la caroncule est la partie maternelle. La voici illustrée. Nous avons donc ici la caroncule maternelle, et bien sûr, lui fait face, ici ils ont été séparés manuellement, lui fait face, bien entendu, le cotylédon. Et petite précision encore, on voit que ces placentômes sont répartis en 4 lignes, le long de tout au long de la corne gestante, mais aussi de la corne non gestante, et que la taille des cotylédons dépend de leur proximité par rapport au fœtus. Plus près du fœtus ils sont, plus leur taille est importante. Donc 4 rangées de cotylédons tout au long de la corne gestante et non gestante. En voici une illustration. Donc on voit ici l'utérus qui a été ouvert et l'on observe bien les caroncules utérines, et en face on retrouve donc ces rangées, 2 sont illustrées ici, ces rangées de cotylédons fœtaux. Le diamètre, le disais-je, évolue, et voici leur évolution en cours de gestation. Nous voyons qu'ils sont de taille relativement réduite, bien sûr, en début et au cours des 2 premiers mois de la gestation, mais que leur taille va progressivement augmenter. En fin de gestation, ils peuvent avoir des tailles comprises entre 8 et 12 cm. Et donc, ce développement des cotylédons rend leur palpation aisée, disais-je, à partir du 90e jour de gestation. Leur nombre
Leur nombre est différent également, c'est ce que illustre ce tableau. Leur nombre est différent entre la corne gestante. Leur nombre est compris entre 40 et 50, voire 60. Au niveau de la corne non gestante, comme je le disais, il y a également des cotylédons. Leur nombre est un peu plus réduit. Il est compris entre 10 et 20. La longueur évolue de ces placentomes. Elle évolue bien sûr tout à la fois au niveau de la corne non gestante et de la corne gestante. Et nous voyons que cette longueur des placentomes est comprise à partir du 5e mois de gestation, est comprise entre 6 et à peu près 8 cm. Huitième point clé, c'est bien sûr le trill artériel utérin. Trill, thriller, tremblement, voici l'origine du mot. On parle aussi de frémitus de cette artère utérine. Et compte tenu du développement de la gestation, le diamètre de l'artère utérine va bien sûr augmenter avec cette gestation. Et c'est l'augmentation de ce diamètre qui va entraîner la possibilité d'y percevoir un espèce de frémissement. Et ce frémissement, rappelons-le, est synchrone des battements cardiaques. Il ne s'agit donc pas d'une pulsation au sens strict, il y a pulsation, mais dédoublement quelque part de cette pulsation, ce qui donne l'impression d'un tremblement. Et cette perception du trill est relativement aisée à partir du 4e mois. Il faut donc un degré relativement suffisant de développement de cette artère pour percevoir ce trill. L'artère utérine, pour petit rappel, nous avons ici l'aorte postérieure, qui bien sûr se distingue, se bifurque en artère iliaque interne et en artère iliaque externe. L'artère utérine est une bifurcation de l'artère iliaque interne. Et cette artère utérine, elle passe en fait le long de la branche montante de l'ilium gauche ou de l'ilium droit. Et donc, la main introduite dans le rectum, on va diriger cette main comme si on voulait la prendre entre le pouce et les autres doigts. Et resserrant les doigts et resserrant les doigts et le pouce, à un moment donné, on va arriver à prendre en main cette artère utérine. Et une légère pression va pouvoir y percevoir ce frémissement qu'est le trill. Et donc, voyez ici l'évolution du diamètre de l'artère qui permet de bien comprendre pourquoi, à un certain degré de développement de cette artère, le trill va être perceptible. Et donc, on voit que ce diamètre augmente nettement à partir du 4e mois de gestation. N'oublions pas une chose aussi, que ce développement de l'artère utérine, elle est dans un premier temps ipsilatérale à la corne gestante, mais elle va également dans un second temps concerner également les deux cornes. Et donc le trill, à partir du 7e, 8e mois de gestation, le trill peut être perçu au niveau des artères gauche et de l'artère droite. Un autre commentaire aussi, il concerne bien sûr le corps jaune. Je le répète, il ne peut y avoir de gestation sans corps jaune. Et cette palpation du corps jaune, elle est possible au cours des 3 premiers mois de la gestation. Après, compte tenu de la position de plus en plus déclive de l'utérus, ça devient de plus en plus difficile. Et donc l'intérêt, disons, de la palpation de ce corps jaune, c'est un intérêt relatif. Il est surtout intéressant de palper ce corps jaune lors des stades très précoces, 35-40 jours, pour être sûr de son constat. Un autre point qui est souvent demandé, un petit commentaire qui est souvent demandé, c'est de dire si l'animal est gestant ou pas, mais aussi, et comme je le disais en introduction, il s'agit de vérifier effectivement si, sur base de l'anamnèse, le stade de gestation correspond bien à cette anamnèse. Et donc il s'agit d'estimer le stade de gestation en faisant appel aux différents paramètres que nous venons d'évoquer. Alors, un mot sur cette étude relativement intéressante, étude néo-zélandaise qui concernait quand même un certain nombre de vaches laitières, à peu près 10 000, dont le constat de gestation avait été posé par palpation manuelle. Ces vaches
laitière avait une durée de gestation de 282 plus ou moins 10 jours. Et donc l'intérêt de l'étude, c'était de demander à des praticiens d'estimer à différents stades de gestation ici exprimés en semaines, inférieur à 8 semaines jusqu'à supérieur à 21 semaines, de dire effectivement d'estimer le stade. Et le vélage, une fois observé, il était possible effectivement d'évaluer si la gestation était finalement inférieure à 272, comprise entre 282 et plus ou moins 10 jours, ou supérieure à 290 jours. Et par voie de conséquence, bien entendu, de faire une idée de la sur- ou sous-estimation du stade de gestation. Et l'on voit qu'on peut distinguer effectivement deux périodes pour lesquelles le degré de fiabilité du stade est relativement différent. Et cette première période comprend les 14 premières semaines de la gestation, et puis la deuxième période comprend la période comprise au-dessus de ces 14 premières semaines. Et l'on voit ici que le degré de correspondance entre l'évaluation et la durée réelle de la gestation est relativement satisfaisant, puisque compris entre 80 et 90%. Donc une correspondance de 84% en moyenne entre le stade et la durée réelle de la gestation. Dans 9% des cas, il y a eu surestimation, c'est-à-dire qu'on pensait que l'animal était gestant de plus longtemps qu'il ne l'était en réalité, et dans 7% des cas, il y avait sous-estimation. La situation est complètement différente au-delà de cette période de 14 premières semaines. Et là, on voit nettement que l'estimation correcte n'a été observée que dans 60% des cas. Et donc, habituellement, au-delà donc des 14 premières semaines de la gestation, on surestime le stade. Donc l'animal est gestant de moins de temps que l'on pense. Et bien entendu, dans 8% des cas, on procède à une sous-estimation. Peut-être que il vaut mieux surestimer le stade. Cela évite bien sûr des erreurs lors de la détection du vélage. Donc une estimation correcte totale de ce stade de gestation, quelle que soit la période de gestation auquel ce constat est posé, de plus ou moins 80% des cas. Donc ce n'est pas toujours fiable. Et en tout cas, moi je partais du principe que c'était déjà pas mal dans un premier temps de pouvoir dire si l'animal était gestant du premier, deuxième ou troisième tiers. Enfin, un dernier commentaire, parce que la question est souvent posée, la palpation manuelle constitue-t-elle un risque de mortalité embryonnaire? Eh bien, c'est le mérite de cette étude qui concerne un certain nombre de vaches et de génisses de Ralph-Holstein et Jersey, et un constat avait été posé sur ces animaux, sur la moitié d'entre eux, par glissement des membranes fétales. Et ce glissement des membranes fétales avait été pratiqué entre 34 et 41 jours après l'insémination. Donc un groupe de vaches de génisses avait été évalué de cette façon-là, et l'autre groupe ne l'avait pas été. Et donc bien sûr, un nouveau constat avait été posé un mois plus tard. Eh bien, la conclusion de cette étude, c'est que aucune différence significative n'a été observée. En moyenne et au total, sur les vaches et les génisses, il y a eu 14% de mortalité embryonnaire. Ça veut dire 14% des animaux confirmés gestants dans cette période ne l'étaient plus lors du constat réalisé un mois plus tard. Et vous voyez que cette différence n'est pas significative dans un cas ou dans l'autre, que les animaux aient été ou non évalués par ce glissement des membranes fétales. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver cette vidéo et d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter à YouTube et de taper dans l'onglet de recherche mon nom et prénom. Mais vous pouvez aussi, si vous avez un compte Facebook, nous rejoindre sur la page Thériogénéalogie ou sur la page de Rumexpert. Voilà, à bientôt pour d'autres aventures.